Bonjour à tous, bienvenue pour ce 5e Web Café, ce 5e de notre série de webinaires consacrée du coup à la thématique des PGSSE et, euh, et des thématiques eau potable, gestion de l'eau potable qui sont associées. Donc pour ce premier webinaire de l'année, on a choisi donc un sujet qui nous est revenu plusieurs fois, qui est sur celui des polluants émergents. Alors, c'est un sujet vraiment très large, donc aujourd'hui, on va cadrer et ne s'intéresser qu'aux produits phytosanitaires et à leurs métabolites. Et donc, je vous propose de commencer. Donc, au niveau du programme, on aura d'abord une petite intervention de ma collègue Sophie, qui vous donnera les quelques actualités PGSSE qui arrivent en ce début d'année. Ensuite, Nicolas Herino de l'ARS Grand Est vous fera un petit rappel réglementaire concernant ces pesticides et métabolites de pesticides, ainsi qu'il vous expliquera comment sont établies les listes de surveillance des ARS. Ensuite, Madame Pasquini, donc de l'ANSES, vous fera un retour sur les campagnes nationales qui ont été menées par l'ANSES sur les polluants émergents dans les eaux à la destination de la consommation humaine. Et puis ensuite, Yannick Verdenal, donc de l'ARS à nouveau, vous fera à son tour un petit retour sur un petit bilan en fait des pesticides et des métabolites qu'on peut retrouver cette fois en grand test. Donc, Sophie, je te laisse la main. Merci Chloé. Donc voilà, donc cette intervention, ces web cafés interviennent dans le cadre d'une action qu'on mène avec l'ARS Grand Est depuis plusieurs années maintenant. Donc on remercie l'ARS qui nous soutient dans ces actions sur les PGSSE. Et sur les mois à venir, il y a plusieurs actions qui vont se passer. Donc, peut-être certains d'entre vous ont participé au PGSSE Tour qui avait eu lieu l'année dernière dans 5 villes. Là, on relance en fait ce PGSSE Tour. Donc, il reste 4 rendez-vous sur 2024. Donc, il y a en Haute-Marne, à Froncles, le 15 février. En Meurthe-et-Moselle, à Loisy, le 20 février. Dans la Meuse, à Commercy, le 26 mars. Et puis dans le Bas-Rhin, à Barendorf, en avril. La date n'est pas encore complètement fixée. Donc, ma collègue va mettre les liens pour vous inscrire dans le chat. Comme ça, vous pourrez, si vous le souhaitez, vous inscrire à ce PGSSE Tour. L'idée, c'est que vous vous rencontriez en présentiel cette fois entre collectivités. Ça permet d'avoir un petit quelques retours d'expérience de collectivité et de pouvoir échanger autour d'un verre après les différentes interventions. Donc, tous ces événements, ça se déroule l'après-midi de 13h30 à 16h à peu près. Voilà, sur les webcafés, il va y en avoir un suivant qui sera au printemps 2024. Donc là, on attend vos suggestions dans le chat pour les sujets qui vous intéresseraient d'être traités. Donc, des sujets qui sont sur la qualité sanitaire de l'eau. Et enfin, la communauté, je pense que vous êtes beaucoup à être membre de cette communauté. Donc, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas, vous allez recevoir à la fin de cet événement les présentations. Vous pourrez cliquer pour vous rejoindre la communauté. Donc, c'est une communauté qui permet de rassembler toutes les collectivités qui sont intéressées par le sujet des PGSSE. Ça permet aussi de retrouver des informations sur la réglementation, sur les bonnes pratiques, et puis d'échanger au niveau de la communauté. Voilà, on a pour l'instant 160 inscrits. Merci à tous en tout cas de participer et bon webinaire. Merci Sophie. Alors, si vous souhaitez poser des questions au fur et à mesure des interventions, n'hésitez pas à le faire dans le chat. On les lira ensuite à l'intervenant qui pourra y répondre à la fin de son intervention. Donc là, je ne sais pas s'il y a des questions pour Sophie. Bon, a priori, non. N'hésitez pas, comme je disais, à poser vos questions. Et puis, comme l'a dit Sophie, je vais vous envoyer les liens d'inscription pour chacun des ateliers. Mais en attendant, on va pouvoir passer à la première présentation donc, de Nicolas sur le plan réglementaire et les méthodes d'établissement des listes de surveillance des ARS. Bonjour à tous. Alors, je vais contrôler. Oui, parfait. Hop, et voilà. Donc, bonjour à tous. Bienvenue à ce 5e rendez-vous Web Café. J'espère que pour ceux qui nous suivent régulièrement, on essaie d'aborder des sujets qui vous intéressent.
Et pour ceux qui découvrent, Sophie l'a rappelé, il existe la communauté PGSSE, sur laquelle vous pouvez retrouver, normalement, les présentations et les replays des précédents webcafés. Et pour rappel, donc on avait déjà traité depuis l'an dernier la bactério, les bonnes pratiques de désinfection, les pénuries d'eau, la sécheresse, la protection des captages, hein, et ça va, c'est en écho avec le webinaire d'aujourd'hui. Et également, on avait décrypté le guide de la STEP et GSSE. Donc aujourd'hui, les phytosanitaires, et je vous propose de mon côté voilà, un rappel réglementaire et peut-être aussi vous présenter les évolutions récentes au travers des différentes instructions que l'on peut recevoir à l'ARS. Voilà, donc je vais avancer. Donc oui, pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Nicolas Reynaud, je suis ingénieur sanitaire à l'ARS Grand Est et je suis le responsable du pôle qualité sanitaire des eaux, donc au siège à Nancy. Donc un petit rappel de contexte hein, pour le Grand Est, pour situer l'action. Donc en Grand Est, nous avons 5250 captages publics pour produire de l'eau potable. Cela représente environ 15% des captages du niveau national. On en dénombre à peu près 33 000 hein, en France. La petite carte à côté vous montre la localisation de tous ces captages. Et le vert, c'est lorsqu'ils sont protégés par une déclaration d'utilité publique. Et en rouge, lorsqu'ils sont soit en cours de protection, soit non protégés. Donc on a un bon taux de protection actuellement en Grand Est, avec plus de 90% des captages qui sont protégés par une DUP. Néanmoins, ces DUP voilà, n'existent pas partout et il faut poursuivre les efforts pour ceux qui ne les ont pas. Nous contrôlons à l'ARS environ 3000 réseaux, qu'on appelle entre nous les unités de distribution, et au travers de 38 000 prélèvements qui sont réalisés par des laboratoires agréés recrutés via marché public. Et voilà, ces 3000 réseaux sont gérés, ou en tout cas sont regroupés dans 3900 unités de gestion, c'est-à-dire à peu près autant d'exploitants et de personnes responsables de la production-distribution de l'eau. Voilà pour le contexte. Et on attaque le cadre réglementaire des pesticides. Donc en fait, le cadre réglementaire des pesticides, il n'est pas nouveau, mais il a été réaffirmé ou légèrement, il a légèrement évolué depuis 2020. Donc en 2020, vous n'êtes pas sans savoir qu'une nouvelle directive européenne a été publiée. On en a parlé dans différents webinaires déjà, et la notion importante par rapport aux produits phytosanitaires de cette nouvelle directive, c'est l'introduction de la notion de pertinence en distinction de la non-pertinence. Auparavant, tous les produits phytosanitaires étaient considérés comme pertinents, donc tout était soumis à la même limite de qualité. Depuis 2020, on distingue les produits, les métabolites pertinents pour les eaux destinées à la consommation humaine, donc qui ont des propriétés intrinsèques comparables à celles de leur molécule mère, et ou qui font peser un risque sanitaire pour les consommateurs. Donc ces métabolites sont pertinents pour les EDCH, et cette pertinence, elle va être expertisée et déclarée, classée par l'ANSES. Donc pour ceux qui veulent connaître la méthode de classement de l'ANSES, la méthodologie appliquée, il y a l'avis du 30 janvier 2019. Et l'ANSES, au fur et à mesure de ses capacités, sur saisine de la DGS parfois, et souvent, va lancer des expertises individuelles pour chaque molécule ou famille de molécules. Et des avis sont publiés très régulièrement concernant de nouvelles molécules. L'ANSES va également définir les Vmax, on va en parler juste après, qui sont des valeurs sanitaires, et qui se distinguent de la valeur réglementaire du 0,1 microgramme par litre, je vais vous le dire juste après. Et dans l'attente d'une expertise de l'ANSES, un métabolite est déclaré ou reste pertinent, alors par défaut, puisqu'il n'a pas encore été expertisé, mais il est pertinent par défaut. Donc la réglementation des pertinents va s'y appliquer. Alors quelle est la distinction entre les pertinents et les non pertinents? Eh bien, en fait, les substances actives sont toutes pertinentes, hein, de fait, puisqu'elles ont une action pesticide, et les métabolites pertinents vont donc avoir les mêmes règles que les substances actives. Donc la limite de qualité 0,1 microgramme par litre va s'appliquer par molécule individuelle, ainsi que
pour la somme de ces pesticides et métabolites pertinents, 0,5 mg par litre en eau distribuée. Je vous rappelle aussi qu'en eau brute, c'est 2 microgrammes par substance individuelle et 5 microgrammes pour la somme. Donc, une fois qu'on a ces valeurs par molécule individuelle, le petit diagramme en bas à droite vous explique que si vous êtes conforme, tout va bien. Si vous êtes au-delà de la limite réglementaire 0,1 microgramme par litre, mais que vous ne dépassez pas la valeur sanitaire définie par l'ANSES, vous pouvez déposer une demande de dérogation puisqu'il n'y a pas de risque pour la santé, en tout cas dans les délais de la dérogation. Au-delà de ces valeurs sanitaires, il y a un risque pour les consommateurs et on passe en situation d'interdiction de consommation. En tout cas, voilà la théorie, les limites qui doivent s'appliquer. Lorsqu'on est un métabolite non pertinent, le métabolite non pertinent, déjà, n'entre pas dans la somme des pesticides et métabolites pertinents. Donc, il est exclu de la somme et de la valeur 0,5 microgrammes par litre. Également, la limite de qualité ne s'applique pas. Pour un non pertinent, on va se référer à la valeur guide, définie également par l'ANSES, de 0,9 microgrammes par litre. Cette valeur est bien guide, c'est-à-dire que en cas de présence d'un métabolite non pertinent et d'un dépassement de cette valeur guide, au titre du Code de la santé, nous ne pouvons qu'inviter ou encourager la collectivité à mener des actions environnementales parce que la présence de métabolites non pertinents, même s'il n'y a pas de risque grave imminent pour la santé, démontre tout de même une fragilité de la ressource et on va le voir plus tard, comme on ne mesure pas tout, potentiellement la présence d'autres molécules qu'on ne recherche pas. Donc, il ne faut pas rien faire lorsqu'on a des non pertinents, on n'est pas exonéré de toute action. J'espère que c'est assez clair. Alors, très récemment, la réglementation autour des phytosanitaires a évolué puisque la DGS et le Haut Conseil de santé publique ont été saisis par nombre de régions qui ont détecté, comme en Grand Est, de nouvelles molécules. Donc, nous avons notamment l'avis de 2022 du Haut Conseil, qui a été confirmé par l'instruction de 2022, de mai 2022 de la DGS, et qui nous indique qu'au-delà des Vmax, lorsqu'une molécule n'a pas de Vmax, alors on peut utiliser des valeurs sanitaires transitoires. Effectivement, jusqu'à présent, si je reviens, jusqu'à 2022, si je reviens au diagramme ici, lorsque vous aviez un métabolite qui n'avait pas de valeur sanitaire, la DGS nous invitait à sauter l'étape orange et à passer directement dans les cases rouges, interdiction, mise en demeure, voilà, la totale. Or, il paraissait quand même un peu sévère et disproportionné d'aller directement sur cette case-là, sans étape intermédiaire, du fait de l'absence d'expertise scientifique sur cette molécule-là. Donc, en 2022, et sur proposition d'un groupe de travail piloté par l'ARS Grand Est notamment, le Haut Conseil a validé cette étape de proposer des valeurs sanitaires transitoires dans l'attente d'un positionnement national Vmax proposé par l'ANSES. Donc ces VST sont souvent des valeurs reprises de l'agence sanitaire allemande qui produit déjà des VST. Également, donc ces VST sont un avantage pour les collectivités qui peuvent ainsi demander des dérogations lorsqu'elles ne dépassent pas la VST. Néanmoins, ces VST ne sont pas des Vmax et elles sont plus protectrices puisque l'objectif c'est que ces VST soient inférieurs à des Vmax et ne laissent pas courir un risque inacceptable pour les populations dans l'attente du positionnement de l'ANSES. Mais ces VST ne sont pas des Vmax. Et donc, en l'absence de certitude scientifique sur certains métabolites, on nous a demandé, en octobre 2023, d'avoir des approches proportionnées. Et donc, en cas de dépassement de certaines VST, de ne pas enclencher directement des restrictions de consommation et d'avoir donc cette approche proportionnée liée à ces dépassements de VST. Également, fin 2023, le Conseil de la santé publique a précisé qu'en cas de dépassement de la somme, vous savez que je vous ai dit 0,5 microgrammes par litre, donc on va sommer tous les pesticides détectés et leurs métabolites pertinents. Peut-être qu'aucun ne dépasse la valeur sanitaire ou le 0,1 microgramme par litre,
mais vous dépassez le 0,5. En fait, on va regarder quel est, par un calcul, l'effet potentiel d'additivité, voilà, qui est une approche sommaire, mais qui permet d'envisager un éventuel effet d'additivité. Mais pour faire ce calcul, on a besoin de se référer au Vmax, et on utilisait donc les VST. Donc le Haut Conseil nous rappelle d'être très vigilant sur l'utilisation de VST dans ces calculs, qui ne sont pas de vraies valeurs toxicologiques, en tout cas définies par l'ANSES, et donc voilà, d'avoir des approches proportionnées par rapport à ces calculs. Donc tout ça, c'est du cas par cas, évidemment, en fonction des molécules présentes et de l'existence ou non de Vmax et de VST dans chaque situation. Je vous ai dit donc que quand on était en situation de non-conformité, mais qu'on ne dépassait pas les valeurs sanitaires, soit Vmax, soit transitoires, hein, je vous ai remis le petit diagramme en haut à droite, donc on est dans la position orange. Alors le jaune, c'est qu'on a une non-conformité qui est fugace, elle n'a pas été confirmée dans les 30 jours. Néanmoins, attention, si vous avez plusieurs non-conformités dans l'année et que chaque non-conformité a duré 10 ou 15 ou 20 jours, en fait, c'est le cumul dans l'année qui va faire dépasser 30 jours. Ce n'est pas chaque non-conformité individuelle qui va vous faire dépasser 30 jours. Donc, si vous avez 3 non-conformités et qu'il y a 15 jours entre chaque recontrôle, vous serez aussi dans la case d'orange, au-delà de 30 jours de non-conformité cumulés dans l'année. Donc, les dérogations. La directive européenne a aussi réévalué les modalités dérogatoires. Donc, aujourd'hui, on ne peut plus faire de dérogation pour des pollutions anciennes. Par ancien, on n'a pas de notion réelle de qu'est-ce qu'une pollution ancienne. Néanmoins, le processus dérogatoire se basant sur des cycles de 3 ans, on peut estimer qu'au-delà de 3-4 ans, une pollution n'est plus nouvelle et aurait dû déjà faire l'objet d'une première dérogation. Donc attention de ne pas demander des dérogations trop tard. Bien sûr, la dérogation n'est possible que s'il n'y a pas de risque sanitaire, et donc là, on renvoie aux valeurs sanitaires de l'ANSES, les VST. En l'absence de valeurs sanitaires ou en cas de dépassement de ces valeurs, voilà, ça va être d'autres mesures administratives qui seront à envisager par la délégation territoriale de l'ARS en lien avec le préfet. La durée de la dérogation, donc c'est 3 ans, qui ne peut être renouvelée qu'une seule fois. Donc auparavant, on avait 2 renouvellements, donc 9 ans en tout. Là, on ne peut renouveler qu'une seule fois, 6 ans. Mais entre le moment de la détection de la non-conformité, le dépôt du dossier de demande et l'instruction, bien entendu, il y a un temps qui s'écoule, et on estime que ce délai entre la non-conformité et le dépôt du dossier devrait être au maximum d'environ 1 an. Et donc ça, c'est les notions que l'on nous donne au niveau national, qu'une non-conformité ne devrait pas durer plus de 1 an d'évaluation, caractérisation, et 2 fois 3 ans de mise en œuvre des solutions, pour aboutir à 7 ans de non-conformité max. Sinon, voilà, on s'expose à différents recours européens, consommation, etc. Donc, il faut essayer de tenir au mieux ces délais qui sont réglementaires. La dérogation n'est pas attribuée à tout le monde. Elle est déjà demandée par la PRPDE au préfet sur la base d'un dossier. Le contenu du dossier, il est en vertu d'un arrêté qui est du 25 novembre 2003 et qui a été modifié lors de la transposition de la directive européenne avec quelques petits aménagements. Voilà. Un guide, une notice dérogation pour demander une dérogation aux limites de qualité existe et est disponible auprès des délégations de l'ARS pour ceux qui souhaitent voilà, travailler leur dossier correctement. Et je vous ai mis le petit schéma en bas du déroulé temporel d'une demande de dérogation. Et donc, la dérogation, ou même si vous n'avez pas de problème lié au phytosanitaire actuellement, vous devez, dans votre PGSSE, intégrer un plan d'action, ou en tout cas évaluer ce risque. Et donc, il y a différentes barrières à mettre en place. La première, bien entendu, c'est la plus en amont possible, c'est protéger la ressource des contaminations actuelles ou futures, et donc en agissant prioritairement sur les pratiques agricoles, car aujourd'hui, on le verra par la suite, les molécules détectées sont majoritairement des molécules utilisées dans l'agriculture et pas des molécules que l'on retrouve chez les particuliers.
Le premier outil disponible, c'est la DUP. Je vous en ai parlé juste avant, au titre du Code de la santé publique. Dans les prescriptions des DUP, il y a des prescriptions qui concourent à limiter, réglementer, interdire certaines pratiques agricoles, mais ce n'est pas l'outil idéal pour encadrer les pratiques agricoles pour plusieurs raisons. Parce que déjà, généralement, le périmètre de protection rapproché, hein, donc au-delà de la clôture, hein, ne couvre pas l'ensemble du bassin d'alimentation du captage. Et donc les pollutions diffuses agricoles provenant de l'ensemble de l'aire d'alimentation, il est important de travailler à ce niveau-là et pas seulement au niveau de la DUP. Pour travailler au niveau de l'aire d'alimentation de captage, il existe donc des procédures ad hoc et des études et des documents d'accompagnement dédiés qui sont à la main du ministère de l'écologie, des directions départementales des territoires, des agences de l'eau, donc qu'il faut solliciter pour voilà, envisager de mettre en place une aire d'alimentation de captage et éventuellement l'acronyme ZSCE, donc la zone soumise à contraintes environnementales, qui permettent d'encadrer les pratiques agricoles d'un point de vue d'abord volontaire et éventuellement, si nécessaire, en les mettant obligatoires. Bien entendu, en parallèle de tout ça, il y a d'autres modalités que vous pouvez mettre en œuvre dans le cadre du PGSSE. Ben déjà, la concertation auprès de des potentielles activités sur vos terrains. Il y a le droit de préemption hein, au niveau de la DUP, mais aussi s'il y a des aires d'alimentation de captage. Vous pouvez acheter, échanger des terrains avec une veille foncière. Et puis, il y a d'autres incitations financières qui existent. Et là, il faut vous rapprocher de votre agence de l'eau au titre notamment des paiements pour services environnementaux, etc. La deuxième jambe hein, de la protection de la santé, au-delà de la prévention sur la ressource, c'est la prévention au niveau du traitement des eaux, ou en tout cas de distribuer de l'eau conforme à vos consommateurs et dans des délais acceptables, comme je vous le disais. Donc vous avez, en cas de non-conformité, 6 à 7 ans pour vous retourner. Néanmoins, ça passe très vite et il faut cadencer tout ceci dans votre plan d'action PGSSE notamment. Donc déjà, il va falloir évaluer l'efficacité des plans d'action de protection de la ressource que vous avez peut-être déjà engagés. Et si vous êtes confronté à des molécules déjà interdites, alors ces mesures de prévention sont indispensables pour prévenir les pollutions futures, éviter la substitution de molécules, de complexifier la pollution. Mais il va falloir envisager d'autres solutions, souvent plus coûteuses, qui seront soit la recherche d'une nouvelle ressource, une dilution avec une interconnexion ou un achat total, et éventuellement, si nécessaire, l'installation de traitements membranaires, charbon actif, et tout cela prend du temps à étudier et à mettre en œuvre, et donc vous devez, dans votre plan d'action, bien phaser tout ça, et il est entendu que la première demande de dérogation peut être accordée sur la base de votre plan d'action, d'étudier toutes les modalités nécessaires et la mise en œuvre de mesures de protection de la ressource immédiate. Et la deuxième dérogation pourra servir si les mesures préventives n'ont pas suffi et si la pollution ne diminue pas, à mettre en œuvre les travaux, à mettre en œuvre les solutions et faire les travaux pour un objectif de finalisation et de retour à la conformité dans les 7 ans au total. Mais bien entendu, même si vous souhaitez traiter cette eau, si c'est possible, il est indispensable d'avoir des pratiques le plus en amont possible, des barrières sanitaires le plus en amont possible, pour éviter que cette pollution s'aggrave à terme. Alors, pour contrôler les pesticides en Grand Est, un petit rappel très bref, pardon, parce que voilà, l'ARS Grand Est, comme beaucoup d'administrations, en est la fusion de diverses ARS qui n'avaient pas forcément les mêmes pratiques jusqu'en 2016. Donc là, c'est un bref rappel. Et également, le contexte agricole est très différent d'est en ouest de la région. Et ça, je vais peut-être passer très rapidement. Vous le savez très bien que la Champagne-Ardenne, la Lorraine et l'Alsace n'ont pas nécessairement les mêmes pratiques, les mêmes cultures. Donc, j'avance vite. Ce qui s'est passé en 2017, c'est que suite à la fusion, et pour rappel, donc on fait des marchés publics. Le contrôle sanitaire, c'est un marché public qui dure 4 ans, et chaque ARS avait déjà engagé le travail sur son marché public. Il y avait des modalités de contrôle sanitaire qui n'étaient pas forcément harmonisées dès la fusion, bien sûr. Donc en 2017, chaque ex-ARS a proposé sa liste de contrôle des pesticides puisqu'il n'y a pas de liste nationale. Hein, chaque région
et compétente pour définir la liste des molécules à rechercher. Donc on se retrouvait avec un nombre de molécules et une variété de molécules différentes d'une ex-région à l'autre. Et dans la pratique, en fait, selon le laboratoire qui était retenu, on pouvait avoir jusqu'à 500 ou 600 molécules mesurées, mais en fait, le laboratoire nous appliquait son catalogue, très bien, sauf que la plupart de ces molécules n'ont pas d'intérêt pour nous parce que soit il n'y a pas de risque sanitaire, soit il n'y a aucune chance de les retrouver dans l'eau, et donc on avait l'impression d'avoir d'avoir une vision exhaustive, alors qu'en fait, on ne regardait pas ce qu'il fallait regarder. On a éventuellement un surcoût parce qu'on cherchait des molécules que le laboratoire nous proposait, et on n'avait pas de cohérence régionale, puisque certaines molécules étaient mesurées dans certains départements, mais pas d'autres. Donc on a voulu modifier ça, et donc pour le marché qui a démarré en 2021, vous n'êtes pas sans savoir que on avait mis à jour nos listes. Donc, ces listes ont été mises à jour via une méthodologie qui a été réalisée en grand test et qui a inspiré la méthode nationale que je vous présenterai juste après. Donc cette méthode a été déployée sur chaque ex-région pour aboutir à une liste de molécules adaptées et cohérentes au contexte agricole local. Et ensuite, on a fusionné l'ensemble de ces listes pour obtenir une seule liste régionale cohérente, adaptée aux situations agricoles du Grand Est, avec 202 molécules. Alors 202 molécules, 160 substances actives et 42 métabolites. On voit aussi dans les chiffres ci-dessous, juste après, que par rapport aux listes historiques ou les listes du marché précédent, dans certaines régions, on a eu une modification importante des molécules, avec un pourcentage de nouvelles molécules qui pouvait aller jusqu'à 40% en Alsace, notamment. Alors la méthode nationale, il faut en prendre les grands principes. Elle a été proposée dans une instruction de décembre 2020, et vous verrez ensuite que nous, à cette époque-là, on avait déjà travaillé sur notre liste, puisqu'elle était effective au 1er janvier 2021. Néanmoins, nous avons appliqué la très grande majorité des principes de l'instruction, puisque, comme je vous le disais, cette méthode, elle est déclinée de la méthode Grand Est, qui a été peaufinée par d'autres ARS, mais initialement, ce sont nos travaux. Donc, en Grand Est, comment nous procédons? Donc, on fait déjà un groupe expert, puisque ce n'est pas l'ARS qui détient toutes les informations, toutes les données, et donc on va s'entourer d'experts de la DRAF, d'experts des agences de l'eau Rhin-Meuse, Seine-Normandie, d'experts de la DREAL et d'experts de l'ANSES. On a la chance d'avoir le laboratoire d'hydrogène de Nancy, donc à Nancy, et donc on a un de leurs experts qui se joint régulièrement à notre groupe de travail. On a cette chance. Donc on va regarder l'ensemble des bases de données déjà du contrôle sanitaire, français, mais également, enfin du Grand Est, mais également d'autres ARS. On va regarder tout ce qui est détecté en France. On va regarder également au travers de l'ADREAL et des agences de l'eau les données de surveillance environnementale. Donc ils vont dire tout ce qu'ils regardent, tout ce qu'ils détectent en eau de surface, en eau souterraine. Donc, comme je vous le disais, on va regarder aussi les données de contrôle sanitaire national, et on va surtout regarder toutes les molécules qui ont été classées non conformes, soit de façon sans dépasser les valeurs sanitaires, soit qui ont fait l'objet de restrictions. On va demander à la DRAF de nous expertiser la BNVD, donc la Banque nationale des ventes et des distributeurs, qui va nous dire quelle molécule est vendue, en quelle quantité, à quel endroit. Et la DRAF peut s'appuyer aussi sur un outil CIRIS qui n'est plus mis à jour, mais l'expert de la DRAF Grand Est a des compétences particulières qui permettent de faire des ajustements et d'actualiser des choses, donc ça nous aide beaucoup. Et également, vous n'êtes pas sans savoir également que l'ANSES mène des campagnes, que l'ARS mène des campagnes, et donc on utilise toutes ces campagnes et ces études locales, nationales, pour incrémenter notre liste. Et enfin, c'est un GT d'experts, et donc ils ont accès à la littérature, et ils ont connaissance de travaux qui sont en cours. Et donc tous ces dires d'experts nous permettent de rajouter également des molécules d'intérêt dans notre liste. Donc c'est très bien de savoir ce qu'il faut chercher. Malheureusement, on dépend de laboratoires du contrôle sanitaire qui sont retenus par le marché public et qui ne sont pas des laboratoires de recherche et qui savent tout faire. Donc derrière, on va devoir exclure certaines molécules pour différentes raisons, et notamment liées aux performances analytiques. Parce que parce qu'aucun laboratoire ne sait faire l'analyse de cette molécule, à part peut-être l'ANSES, parce qu'il y a une instabilité de cette molécule. Voilà, pour diverses raisons, donc on va exclure certaines molécules. Et donc on doit aboutir à une liste finale du contrôle sanitaire
que l'on va rechercher, sur lesquels on aura des performances analytiques les meilleures, enfin, les meilleures possibles, et également une liste dite E, études, qui seront des molécules pour lesquelles on a des doutes sur les performances analytiques. Alors, en grand test en 2021, on n'avait pas fait ce choix de liste études, hein, on n'était pas parti là-dessus, puisqu'on l'a mise en œuvre dès 2021, et donc on a fait une liste unique du contrôle sanitaire avec, vous l'avez compris, un démarrage en fanfare sur certaines molécules et la nécessité de faire améliorer les performances des laboratoires sur certaines molécules détectées en 2021. Alors pour vous dire que tout ça, ça prend du temps tout de même, c'est que pour déployer une nouvelle liste, réunir des experts, ça prend 6 mois. Donc, on va commencer les travaux fin 2023 pour notre marché public qui sera mis en œuvre en 2025. Hein, 1er janvier 2024, 2021, nouvelle liste. 1er janvier 2025, renouvelle liste. Alors, tout ne changera pas, bien sûr, du tout au tout, mais on démarre dès fin 2023 en réunissant le GTS d'experts. Le GT rend ses travaux que début 2024. On va préparer le marché, donc là, c'est maintenant. On va consulter les laboratoires à la fin, enfin au deuxième trimestre, fin du premier semestre. On va attribuer le marché à la rentrée de septembre-octobre prochain et on va démarrer le contrôle au 1er janvier 2025. Donc vous voyez qu'il faut anticiper la liste du contrôle un peu à l'avance si on veut pouvoir contrôler les bonnes molécules dans nos marchés publics. Donc les limites de l'exercice, elles sont nombreuses, hein, comme vous le savez. L'intérêt, c'est de rechercher les molécules les plus susceptibles d'être présentes, mais le contrôle sanitaire ne pourra jamais être exhaustif. Si vous avez des molécules particulières autour de vos captages, parce qu'il y a une culture particulière qui n'existe pas ailleurs en grand test, ou que ça fait l'objet de très faibles volumes de vente, peut-être que cette molécule-là ne sera pas recensée dans notre liste. Et également, on l'a dit, il faut avoir les connaissances. Est-ce que cette molécule, on la recherche? Qui sait qu'il faut la rechercher? Qui est capable de la rechercher? Voilà, notre contrôle n'est pas exhaustif. On essaie aussi de se focaliser sur les molécules qui vont présenter un risque sanitaire. Voilà, on est l'Agence régionale de santé. On ne mesure pas toutes les molécules. Donc, il y a peut-être d'autres molécules qui vont marquer la contamination de votre source par des pollutions anthropiques, mais on ne va pas les rechercher, nous, parce que il n'y a pas éventuellement de risque sanitaire. Mais on laisse les molécules non pertinentes qui avaient été recherchées, par exemple. On ne va pas sélectionner et ne mettre que des pertinentes. Voilà, comme je l'écris, on a beaucoup de molécules qui ne disposent pas de Vmax et qui n'ont pas encore été expertisées par l'ANSES. Et donc, c'est dans le cadre du contrôle sanitaire, lorsque l'on détecte ces molécules, que l'on va solliciter la DGS qui va saisir l'ANSES pour engager des expertises. Et on ne va pas attendre pour rechercher des molécules que toutes ces molécules disposent d'expertise, sinon voilà, on diviserait par 2 notre liste aujourd'hui, et beaucoup de molécules ne seraient pas recherchées alors qu'il y a un signal important et non négligeable qu'il faut gérer dès à présent. Bien entendu, le contrôle sanitaire, ça se complète par la surveillance et l'autosurveillance de l'exploitant que vous mettez en œuvre grâce à votre PGSSE, et voilà, et que vous déterminez en fonction de votre contexte local. Je vois que la caméra de Sophie s'allume, je vais me dépêcher, c'est ça? L'importance aussi de disposer de résultats analytiques fiables, comme je vous l'ai dit, on essaie d'avoir des accréditations pour l'ensemble des molécules que l'on fait rechercher. Néanmoins, on a environ 10% de la liste actuelle qui n'avait pas encore d'accréditation. On fait progresser les laboratoires, mais c'est un choix aussi local, un grand test, de ne pas passer à côté de signaux importants, même si les laboratoires ne sont pas parfaits. Comme on l'a vu, les exploitants ont du temps pour réagir. Et aussi, nous, on prend du temps lors de la phase de caractérisation pour confirmer les résultats et faire améliorer les pratiques des laboratoires. Lorsque l'on détecte des molécules à 2 microgrammes par litre dans l'eau distribuée, on a beau avoir des incertitudes importantes, on est très 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 au-delà du 0,1 microgramme par litre, et donc il faut agir. Il n'y a pas de discussion, et on nous entend souvent, on nous dit « mais les analyses ne sont pas fiables ». Alors j'entends, lorsque l'on est à 0,009 ou à 0,11, effectivement, la fiabilité est importante. Lorsqu'on est à 2 ou à 1,5, il n'y a pas à tergiverser, on est non conforme, il faut agir. Pour 2025, on va tout de même essayer de s'améliorer et on mettra au contrôle sanitaire la liste actuelle. Voilà, les molécules qui sont détectées aujourd'hui ne vont pas être enlevées, même si les performances ne sont pas parfaites. On va être un peu plus exigeant avec les laboratoires
Et pour des nouvelles molécules qui ne seraient pas accréditées dès à présent, on va mettre en place la fameuse liste études proposée dans la méthode nationale. Et on ajoutera donc au contrôle sanitaire certaines molécules au fil du temps en fonction de l'amélioration des performances des laboratoires. Ça, c'est une nouveauté qui n'interviendra qu'à partir de 2025. Et j'en ai terminé. Merci. Eh bien, merci beaucoup Nicolas pour cette présentation qui permet de mieux comprendre le contrôle sanitaire. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat concernant la présentation de Nicolas. On a une remarque de Ludovic Purson qui nous dit que le problème des métabolites est souvent lié à des molécules qui sont aujourd'hui interdites. Et donc, les plans d'action de gestion des pollutions diffuses sont inefficaces sur ce point, malheureusement. Oui, alors bon, oui, y a pas, la réponse est dans la question. Effectivement, aujourd'hui, on détecte beaucoup de molécules qui sont des métabolites de molécules qui sont dès à présent interdites. Alors, parfois depuis peu. Les mesures préventives sont effectivement inefficaces puisque ces molécules ne sont plus recherchées, non plus utilisées aujourd'hui. Mais comme je le disais, ces molécules peut-être ont été substituées par d'autres qui ne sont pas connues, qui ne sont pas mesurées et qui peut-être feront jour lors de la prochaine révision du marché public et il sera trop tard parce que ces molécules seront déjà dans les sols et on les trouvera seulement prochainement. Donc l'intérêt des mesures préventives, il est total, même si ces molécules sont aujourd'hui interdites. Effectivement, pour ces molécules-là, il faut peut-être envisager, si jamais on ne voit pas de diminution rapide des teneurs du fait de l'arrêt de l'usage, donc il y a d'autres solutions, voilà, plus coûteuses, on l'a dit, à envisager, mais il faut maintenir et engager des mesures préventives encore plus fortes pour éviter que les solutions qui ont été mises en œuvre deviennent obsolètes, parce qu'il y aura de nouvelles molécules, des concentrations qui augmentent, voilà, et on est dans un cercle vicieux, donc il faut stopper ce cercle vicieux, le traitement éventuel qui sera mis en œuvre, s'il ne sert plus à rien dans 10 ou 15 ans, tant mieux, si la qualité de l'eau est revenue grâce aux mesures préventives, mais voilà, il faut travailler sur ces deux jambes, le préventif dans tous les cas, même pour des molécules déjà interdites. Oui, merci. Monsieur Nicolet qui nous indique qu'effectivement la présence de métabolites de pesticides interdits peut témoigner de la sensibilité du captage et de l'insuffisance de sa protection et par extension du risque posé par les substances autorisées qui ont des métabolites plus ou moins analogues, métolachlore, dimétolachlore, diméthine, terbutilazine, et dont il faudrait prévenir l'accroissement. Bon, on est en accord avec Miguel Nicolet de l'agence de l'eau Ramos. Parfait. C'est parfait. Madame Prouvost qui demande pouvez-vous nous rappeler le prix de ces analyses à 200 paramètres ainsi que la fréquence? Alors, le prix il va être fonction du marché public. Donc, les prix sont. Donc, en Grand Est, on a 10 lots, donc chaque des lots départementaux. Donc, le prix est d'environ 150 €, 160 €. Il va y avoir une légère augmentation en 2024 du fait de l'ajout d'un métabolite très particulier dont on va parler juste après. Et je vais laisser. Voilà, je ne vais pas tout dévoiler tout de suite. Donc, il y a effectivement une augmentation. Sur la fréquence, eh ben, pareil, c'est liste complète. Alors, la fréquence va être modifiée à partir de 2026. Donc là, je vous invite à regarder la directive européenne et les différents arrêtés qui vont tout changer. Mais en 2025 et 2024, on va rester donc sur des fréquences de type une fois par an pour les débits de plus de, je crois que c'est 100 mètres cubes ou 1000 mètres cubes, je ne sais plus. En tout cas, sur la ressource, on les fait en mode RP, donc sur les plus petits captages, c'est qu'une fois tous les 5 ans, voilà, le plus faible. Et on va les faire également en mode production, donc sur les analyses de type P1, P2, et pareil, pour les plus petits débits, ce sera qu'une fois tous les 5 ans. On va soit alterner ces analyses pour avoir une analyse tous les 2 ans, soit les faire en même temps pour avoir un regard au brut, au traité. Lorsqu'il y a présence de ces molécules, de toute façon, l'ADT local rajoute des analyses, puisque c'est ce que nous propose et nous invite à faire le Code de la santé publique, et donc vous avez des suivis renforcés sur certaines molécules, et donc là, la fréquence est fonction du cas particulier, de la molécule, du niveau détecté, etc. Mais oui, ce sont des analyses qui coûtent cher, mais par chance, ces prix ont beaucoup baissé du fait des marchés publics.
Très bien, merci. Monsieur Loès qui nous dit: «Bonjour, en tant que collectivité territoriale, 2 problèmes. Dérogations pas forcément mises en place dans toutes les régions et molécules complexes à traiter ou à des coûts financiers ou environnementaux contraignants». Oui. Alors, pour les dérogations, bah, chaque région, voilà, donc l'instruction des dérogations, ce sont les ARS, elles sont octroyées par les préfets. Si dans d'autres régions, ils estiment que la réglementation ne s'applique pas ou s'applique différemment, voilà, c'est leur choix local. En Grand Est, euh, il y a des dérogations qui ont été données et qu'il est possible de demander, et je vous invite à demander si vous êtes dans cette situation-là pour éviter de porter la responsabilité entière et totale d'un dépassement de limite de limite de qualité. OK, merci. Madame Jude qui demande: «La liste des molécules dans le contrôle sanitaire a évolué pour intégrer le métabolite du chlorothalonil. Est-ce que d'autres évolutions sont prévues alors avant la nouvelle liste prévue en 2025?» Et moi, je vais laisser la réponse aux autres intervenants. Voilà, je ne vais pas dévoiler la suite. On reposera la question, ça marche. Dernière question qu'on va prendre, avant de passer à la suite, de madame Corr. Bonjour, quel est à l'échelle du Grand Est le taux de collectivité qui dispose, pardon, de dérogations au regard du nombre de collectivités non conformes? Ah, pareil, je crois que ça va être évoqué dans la Ouais, présentation du bilan, ouais. donc je ne vais pas dévoiler la réponse tout de suite, il faut attendre un petit peu. Exactement et puis, je vous invite à lire du coup les réponses de Yannick de l'ARS, dans le chat qui vous explique un peu mieux au niveau des enfin qui résume au niveau des fréquences, de contrôle, dans le chat. Ben, je vous propose de passer à la présentation suivante, donc de madame Laure Merci. Passès, qui va donc, nous présenter, bah, les campagnes nationales, qui ont été effectuées par l'ANSES, donc sur les polluants émergents dans les eaux, destinés à la consommation humaine et donc il va nous présenter les principaux résultats de la campagne qui concerne les pesticides et les métabolites. Je vous invite, oui, à prendre le contrôle et puis, à ouvrir votre micro et votre, caméra éventuellement. J'ai le micro, j'ai la caméra, le contrôle. Bonjour à tous. Donc oui, je suis Laure Paschini, moi je suis ingénieure dans l'unité chimie du laboratoire d'hydrologie de Nancy. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter effectivement la démarche qu'on met en œuvre pour la réalisation de ces campagnes nationales et vous présenter les principaux résultats obtenus. C'est un peu le contexte et la méthodologie qu'on utilise. On est tous d'accord pour dire que la qualité des eaux destinées à la consommation humaine est un enjeu de santé environnementale et sociétale majeur du XXIe siècle. Aujourd'hui, on a un grand nombre de paramètres déjà qui sont réglementés. Ça représente pour les pesticides plus de 11 millions de résultats par an. Et tous ces résultats sont un bon indicateur de la qualité des EDCH. Cependant, il nous reste des substances émergentes qui ne sont pas encore réglementées et c'est dans ce cadre-là que les campagnes exploratoires du LHN sont menées. Elles ont pour objectif de fournir des données nationales d'occurrence sur des contaminants qui ne sont pas encore réglementés, qu'on dit émergents, pour évaluer l'exposition de la population face à ces contaminants et engendrer une éventuelle évolution de la surveillance des eaux. Donc, quand on mène une campagne nationale, c'est un projet qui dure environ 3 ans, parce qu'on a tout un nombre d'étapes indispensables. Tout d'abord, l'identification des molécules d'intérêt. Ensuite, une grande phase de développement analytique, la validation des méthodes analytiques et leur accréditation selon les exigences COFRAC. Ensuite, on doit déployer cette méthode, réaliser les analyses, les interprétations sur tout le territoire et enfin, exploiter et rendre, des rapports, de campagne. Donc la dernière campagne a été menée sur 2020 à 2022. Elle portait sur les pesticides et leurs métabolites, le 1,4-dioxane qui est un solvant et des résidus d'explosifs. Donc comment est-ce qu'on élabore nos listes de molécules d'intérêt? On a, des sources d'informations internes, donc qui viennent de l'agence, à l'ANSES, donc qui sont, obtenues, au travers des différentes unités, comités, d'experts ou, groupes de travail qui, sont, impliqués sur des thématiques, sur l'eau, sur les polluants, sur, les valeurs sanitaires de référence et cetera et
s'oriente aussi vers des sources d'informations externes. Donc, ça peut être des résultats de contrôle officiels obtenus par les ARS, par les agences de l'eau, aussi une veille biblio internationale européenne, et également des échanges informels qu'on peut avoir avec des laboratoires partenaires, des exploitants, des labos du contrôle reçus. Donc, si on a une source de signalement qui est récurrente, forcément la molécule, elle va entrer dans notre liste. Si c'est une molécule qui ne fait pas partie du contrôle sanitaire, qui n'a jamais été recherchée en France, on va l'inclure également. Si on observe une grosse fréquence de détection ou des grands niveaux de concentration en Europe, on va l'ajouter. Également, un point important, c'est la possibilité d'obtenir l'éthanoanalytique, analytique, c'est-à-dire d'avoir, notamment pour les métabolites, la molécule pure qui va nous permettre de créer notre méthode d'analyse. Donc ça, c'est un levier important qui n'est pas forcément levable pour n'importe quel laboratoire. Nous, on a cet avantage avec la DEPR, donc la Direction d'évaluation des produits réglementés de l'ANSES, de pouvoir demander aux fabricants d'un pesticide de nous fournir ces métabolites sous forme d'étalons, totalement purs. Donc, on peut facilement accéder à cela. Et enfin, si on n'a pas d'informations sur la toxicité des molécules, donc sur le risque qu'elles peuvent engendrer, ce n'est pas un critère pour les écarter, tout comme si cette molécule a été interdite d'usage, on va quand même l'inclure à notre liste avec ses métabolites et on va essayer d'y inclure le maximum de métabolites possiblement retrouvables dans l'eau. Concernant la stratégie d'échantillonnage, donc comme le disait Nicolas tout à l'heure, on a plus de 30 000 ressources en eau en France et plus de 16 000 stations de traitement. Donc, ça représenterait un gros volume d'échantillons si on devait tout analyser. Donc, on a une stratégie qui est la même maintenant depuis plusieurs années, qui va viser à investiguer 3 sites par département, donc sur tout le territoire, les DROM y compris. Le premier site, ce sera la ressource en eau qui est utilisée et qui fournit le plus gros débit d'eau potable, donc qu'on nomme GD, gros débit. Un second site qui va être une ressource sélectionnée complètement aléatoirement sur un département. Et enfin, une troisième ressource qui va être sélectionnée généralement par les ARS et qui est connue pour sa vulnérabilité face aux polluants qu'on recherche et donc qu'on appelle point d'intérêt. Donc ça représente pour une campagne de prélèvement 600 échantillons, donc 300 eaux brutes et 300 eaux traitées. Donc cette stratégie d'échantillonnage, elle a bien sûr l'avantage qu'on peut couvrir tout le territoire et voir différentes pratiques éventuellement. Elle est représentative de 20% du débit national produit. On conserve un bon ratio eau souterraine et eau de surface. Bien sûr, du coup, on ne fait pas de focus uniquement sur les points noirs et les eaux contaminées. Et on a un nombre d'échantillons raisonnable. Côté inconvénient, on risque bien sûr de passer à côté de quelques sites fortement impactés. On ne prend pas en compte d'éventuels mélanges d'eau brute. Et on a bien sûr une image à un instant T, parce que c'est uniquement un seul prélèvement, avec éventuellement des confirmations de résultats quand on a des fortes concentrations. Et on peut donc passer à côté de contaminations transitoires. Donc j'en arrive aux principaux résultats qu'on a obtenus sur la campagne nationale de 2020 à 2022. J'ai représenté ici tout d'abord sur chaque bâton le premier bâton à gauche, on a le nombre de molécules recherchées au total. On en a recherché 155, majoritairement des métabolites, on en avait 97, et 44 substances actives. Ensuite, les bâtons suivants sont les composés, le nombre de composés qui ont été quantifiés en eau brute et en eau traitée. Donc, on a quantifié, je vais me focaliser sur l'eau traitée aujourd'hui, 77 molécules sur les 155 recherchées, avec majoritairement des métabolites, qui étaient 54. Et sur tous ces composés quantifiés, on en a 29 qui ont présenté des dépassements de la limite de qualité de 0,1 ou de la valeur indicative de 0,9 microgrammes par litre. Sur ces 29 composés, 7 étaient des substances actives et 22 des métabolites. Donc, qui étaient ces molécules fortement fréquemment quantifiées? Donc, j'ai représenté ici la fréquence de quantification pour les 20 molécules qui ont été le plus fréquemment quantifiées. En orange, c'est les fréquences de quantification en eau brute et en bleu, en eau traitée.
Donc, on peut noter que sur ces 20 molécules retrouvées les plus fréquemment, on a seulement 3 molécules qui sont Je vais repartager. Yannick, si jamais tu es prêt, on va passer plutôt à ta présentation en attendant que Laure retrouve du réseau. Oui, c'est possible. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, je suis Yannick Verdonal, ingénieur sanitaire au pôle qualité sanitaire des eaux, donc adjoint de Nicolas Reynaud. Je vais du coup vous présenter le bilan de la qualité donc de l'eau distribuée concernant donc les pesticides et les métabolites de pesticides pour l'année 2022. Alors, il y aura peut-être des diapos qui vont être légèrement redondantes avec ce qu'a présenté Nicolas, mais ce n'est pas très grave. Il y en a quand même une que je comptais présenter rapidement, c'est rappeler certains fondamentaux du contrôle sanitaire, et notamment le fait que le contrôle sanitaire est en sus de la surveillance que tout exploitant de réseau d'eau potable doit mettre en place. Et c'est un sujet important concernant les pesticides, puisque notre contrôle sanitaire, il est quand même principalement orienté sur les pesticides en production-distribution. Et donc, je vois que Laure s'est reconnectée, mais j'ai pris la main. Voilà. Oui, je disais que notre contrôle sanitaire, concernant les pesticides et les métabolites de pesticides, est principalement orienté en production-distribution et qu'il est important pour bien comprendre les dynamiques de contamination et la saisonnalité, qu'il puisse y avoir des analyses complémentaires qui soient faites au captage, avec un X éventuellement, bien sûr, pour pouvoir diagnostiquer les situations. Et là, on est complètement dans le sujet du PGSSE et du renforcement de surveillance là où c'est nécessaire. Et quand on a des matérialisations de non-conformité confirmées concernant les pesticides et les métabolites de pesticides en production-distribution, comme ça a été dit tout à l'heure, donc on met en place un contrôle renforcé qui généralement est au moins de 4 analyses par an. Mais pareil, ça peut, dans certains cas, être intéressant peut-être de compléter pour bien comprendre la saisonnalité des phénomènes. Voilà pour cette petite digression concernant la planification du contrôle sanitaire. Planification donc qui est régie par l'arrêté du 11 janvier 2007, qui actuellement a 2 versions. Il y a une version actuelle concernant avec toutes les analyses que vous connaissez, les analyses P1, P2, D1, D2. Et il y a une version future qui sera applicable seulement au 1er janvier 2026 avec les nouveaux schémas analytiques A et B. Alors, concernant donc notre contrôle sanitaire, on a sur l'année 2022 environ 38 000 prélèvements qui ont été faits sur le Grand Est, et 92% se sont révélés conformes. Et parmi ceux qui étaient non conformes, 6,5% l'ont été pour des motifs physico-chimiques. Très rapidement, puisque ça a déjà été dit, la limite de qualité par molécule, donc substance active ou métabolite pertinent, est donc 0,1 microgramme par litre. Cette valeur ne s'applique pas aux métabolites non pertinents, puisque c'est la valeur indicative de 0,9 microgrammes par litre qui s'applique. Rapidement, une notion qui est quand même importante pour l'établissement des bilans, c'est le cas où des métabolites changent de pertinence en cours d'année. Puisque Nicolas nous a présenté le schéma qui se trouve à gauche avec donc l'évaluation sanitaire au fil de l'eau, j'ai envie de dire, donc avec l'évaluation des situations NC0, donc les dépassements fugaces de limites de qualité qui ne sont pas confirmés dans les 30 jours, ou alors les situations NC1 avec des dépassements réguliers de limites de qualité sans toutefois dépasser la valeur sanitaire définie pour chaque molécule. Si un métabolite devient non pertinent, alors ce bascule de pertinence à non pertinence, en fait, c'est la date de publication de l'avis en ZES. Les dépassements de 0,1 microgramme par litre ne sont plus des non-conformités à partir de cette date. Toutefois, quand on élabore des bilans annuels, on considère quand même sur les premiers mois de l'année que
les non-conformités ont eu une réalité dans les connaissances scientifiques du moment. Et donc, dans les bilans annuels des non-conformités, ces non-conformités apparaissent donc jusqu'à date de changement de pertinence. Et ça a été le cas pour l'année 2022, des métabolites de l'ESA et du NOA-métolachlore qui ont basculé donc en non pertinent à partir du 30 septembre 2022, date de l'avis ANSES. Alors, tous les ans, nous remontons un bilan synthétique des non-conformités à la DGS, puisqu'ils établissent un bilan annuel à l'échelle de la France dont je parlerai plus tard. Et donc, ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est surtout les colonnes à droite, donc matérialisant donc, les unités de distribution qui ont été en situation NC1, donc avec des non-conformités confirmées sur l'année, mais qui n'ont pas été en situation de restriction d'eau potable puisqu'il n'y a pas eu de dépassement de valeur sanitaire. Donc, vous avez par département le nombre d'unités de distribution qui ont été concernées et la population permanente qui a été concernée. Donc, à l'échelle du Grand Est, on a un peu plus d'1 million de personnes qui ont été concernées par une eau non conforme une bonne partie de l'année. Alors, je vais vous présenter 3 cartes donc, à suivre qui vous donnent donc voilà, la synthèse de la situation concernant donc, les pesticides et métabolites de pesticides pertinents, puisque là on est sur la non-conformité, enfin l'étude de la conformité, en 2022. Donc là, vous avez donc le taux de conformité concernant donc, les différentes analyses de pesticides qui ont été faites donc, dans l'année, avec donc différents taux qui sont exprimés en bas à droite. Donc, par exemple, la classe jaune, c'est de 70 à 95% de conformité sur l'année. Alors, on voit 3 secteurs hein, qui reflètent finalement, comme le disait Nicolas, la réalité agricole de notre territoire, avec finalement une typicité assez forte entre l'ex-Champagne-Ardenne, la Lorraine et l'ex-Alsace. L'Alsace, on parle toujours de ces régions finalement. Et avec en Champagne-Ardenne une prédominance de non-conformité liée aux métabolites de la chloridazone. Alors, la chloridazone, c'est un herbicide fréquemment utilisé sur betteraves sucrières, interdit à la vente en 2019 avec des derniers usages donc, qui se sont produits sur l'année 2020. Quand on regarde côté alsacien, il y a une prédominance de non-conformité liée aux métabolites de l'ESA et du NOA-métolachlore. Donc le S-métolachlore étant un herbicide fréquemment utilisé sur maïs, encore autorisé à l'heure actuelle. Alors là, il y a un petit bémol puisqu'en ce moment, l'autorisation est sur le point de terminer. Mais il y a encore des usages, au moins sur 2024, je pense, qui vont se faire. Et côté Lorraine, pour l'année 2022, les non-conformités étaient moins marquées. Autre façon de représenter les données, c'est donc les valeurs maximales qui ont été constatées sur l'année. Donc, avec en vert, il n'y a pas eu de dépassement de la limite de qualité de 0,1 microgramme par litre. En jaune, on a donc les limites les dépassements entre 0,1 et 1 microgramme par litre, qui sont quand même la grande majorité des dépassements. Et on a quand même des situations où les dépassements sont plus importants que 1 microgramme par litre, notamment en Champagne-Ardenne et quelques cas isolés en Alsace, mais qui était lié à l'ESA et au NOA-métolachlore, qui a été déclassé en cours d'année, qui est devenu non pertinent. Troisième façon de représenter les données, et cette carte se trouve sur la mise à jour de notre site internet, dont je parlerai à la fin de la présentation. Donc, c'est finalement la synthèse qualité, avec l'eau conforme toute l'année, l'eau ponctuellement non conforme, mais sans dépasser la valeur sanitaire, l'eau régulièrement non conforme, mais sans dépasser la valeur sanitaire, et l'eau non conforme dépassant une valeur sanitaire, qui fort heureusement ne s'est pas produit sur l'année 2022. Juste pour partage, donc chaque année, en décembre, généralement, la DGS établit donc le bilan pesticides dans l'eau du robinet à l'échelle nationale. Et donc là, en décembre 2023, est paru le bilan 2022. Et donc, vous avez à l'écran l'extrait zoomé au niveau du Grand Est de certaines représentations cartographiques. Et je vous invite à consulter ce document qui est disponible sur le site de la DGS. Au-delà de ces classifications par UDI,
on a fait une étude statistique pour l'année 2022 par différentes molécules pour voir lesquelles ressortaient le plus et dans quel département. Alors, la première diapositive vous présente le top 22 des non-conformités, donc qui portent sur les substances actives et les métabolites pertinents, en traitement et en distribution. Dans cette approche, on a exclu les captages qui font bien sûr partie du contrôle sanitaire, mais ce n'est pas les mêmes limites de qualité puisqu'il peut y avoir un traitement entre les deux. Donc là, on a une approche santé, en quelque sorte, donc exposition de la population. Et donc, cette approche se base sur les stations de traitement et les unités de distribution en Grand Est. Alors, sur cette approche-là, contrairement à la première partie du bilan, qui était vraiment une approche UDI avec les non-conformités qui ont été constatées sur l'année, sur le tableau que je vous présente, il y aura un deuxième tableau qui va suivre sur la diapo suivante, qui aborde le cas des métabolites non pertinents. Et dans un souci de cohérence, les AL-noèmétolachlore sont rattachés à cette deuxième diapositive suite au changement de pertinence dans l'année. Concernant donc cette diapositive, alors pourquoi 22? C'est tout simplement parce que ont été pris en compte, donc vous avez en colonne 4, pardon, si on remet la diapo précédente, en colonne 4, vous avez donc à l'échelle du Grand Est le nombre d'analyses où il y a eu un dépassement de la limite de qualité de 0,1 microgramme par litre. Et donc, pourquoi top 22? C'est parce que là, on a toutes les molécules qui ont connu au moins 2 dépassements de limite de qualité sur l'année. Donc, on a, voilà, et donc il y a 22 molécules qui sont dans ce cas. Alors, sans surprise, on retrouve en tête de liste les 2 métabolites de la chloridazone, d'esphénil et méthyldesphényl, avec une quantité assez importante, hein, notamment dans le département 51 et dans le département 10, puisque cumulé, on a près de 1000 analyses qui ont constaté des dépassements de limite de qualité de 0,1 microgramme par litre. Alors, il faut bien avoir en tête qu'on a une surreprésentation de ces 2 départements, puisque à partir du moment où on constate ces dépassements, eh bien, on passe en contrôle renforcé avec une fréquence analytique qui est notoirement augmentée. Et donc, forcément, quand un territoire à enjeu est identifié, il est surreprésenté dans le quantitatif d'analyse à l'échelle du Grand Est. Mais ça marque bien la présence de cette problématique. Également, donc, on a des dépassements importants dans le département des Ardennes et également dans le département du Bas, avec 45 non-conformités qui ont été constatées sur l'année 2022. Après, on a les métabolites bien connus de l'atrazine, qui, malgré une interdiction qui maintenant remonte à plus de 20 ans, eh bien, on a encore, dans le cadre de contrôle renforcé qui sont mis en place, des non-conformités, fort heureusement, qui sont très en deçà des valeurs sanitaires, mais qui continuent à perdurer. Ensuite, on a le cas de l'anthraquinone, alors qui est un peu un cas particulier parce qu'il y a 2 formes. Il y a l'anthraquinone pesticide et il y a également l'anthraquinone qui peut être relargué en raison de revêtements bitumineux. Et donc là, on est aussi dans le sujet PGSSE, hein, puisqu'il peut y avoir parfois des revêtements bitumineux dans certains réservoirs qui peuvent occasionner, notamment en présence de chlore, des sous-produits type anthraquinone qui donc a 2 formes. Ensuite, on a l'oxalachlore, donc qui est un métabolite de l'alachlore qui est présent uniquement dans le département du Bas-Rhin, présent non conforme, bien sûr. Et ensuite, on a des molécules qui baissent en intensité, hein. On peut citer l'atrazine à nouveau, la molécule mère, le terbuméthane-déséthyl qui est présent uniquement dans le département de la Marne. Et ensuite, on a des présences qui sont nettement plus faibles et nettement plus diverses quant à leur répartition spatiale. Si on continue donc sur les métabolites non pertinents, qui sont à l'heure actuelle 12 identifiés par l'ANSES, et les 12 sont intégrés à notre liste Grand Est 2021-2024, et il est probable qu'il le reste sur la nouvelle liste 2025-2028.
Vous avez ici donc la colonne Grand Est maximum qui a été enregistrée donc, sur l'année 2022 par métabolite non pertinent. On retrouve en tête les 2 métabolites déjà cités du métolachlore, avec des concentrations qui ont pu être, qui sont parfois importantes, hein, notamment dans le territoire alsacien, avec des concentrations en eau traitée, donc TTP et UDI, qui ont pu être importantes en 2022, sachant que c'est aussi des territoires où il y a eu des actions importantes en termes de mitigeage ou de mise en place de traitement, et ces situations à vérifier, mais peuvent être réglées à ce jour, mais ça, c'est au niveau des délégations territoriales que la réponse est connue. Au niveau des autres métabolites non pertinents, donc qui sont enregistrés, alors là, il y a quand même un détail que je n'ai pas précisé sur cette diapositive. Le détail, il est important, c'est que concernant les métabolites non pertinents, c'est la valeur indicative de 0,9 microgrammes par litre qui sert de curseur conformément à l'arrêté du 11 janvier 2007 concernant les limites et les références de qualité qui a été mise à jour récemment et donc qui a gravé maintenant dans le marbre cette valeur indicative de 0,9 microgrammes par litre. Donc comme le disait Nicolas en début d'intervention, le dépassement de cette valeur indicative ne constitue pas une non-conformité. Toutefois, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut rien faire, parce que la présence de ces molécules, de ces métabolites non pertinents, est finalement un traceur des vulnérabilités des bassins versants. Et donc, certes, ces métabolites nous sont non pertinents, mais ils sont traceurs de cette vulnérabilité. Et dans le cadre des PGSS sur ressources, des actions sont à mener pour réduire la présence de ces métabolites. Au-delà du cas donc, du métolachlore, on a des présences parfois quand même au-dessus de 0,9 microgrammes par litre dans certains territoires, mais quand même à des niveaux, je dirais, de faible dépassement par rapport à la valeur indicative, puisqu'on a, par exemple, sur les métazachlores, on a des valeurs maximum de l'ordre de 0,9 à 1 microgramme par litre. Idem pour l'alachlore. Les autres métabolites non pertinents, eux, sont présents dans certains cas, mais sont toujours, sur 2022, inférieurs à la limite, donc la valeur indicative de 0,9 microgrammes par litre. Nicolas parlait tout à l'heure de la façon dont on construisait notre liste pesticides actuelle, future. Et il y a un élément qui est intéressant à mentionner parce que ça vous concerne également. C'est le fait que certaines listes de pesticides, pour certains départements, quand on regarde en détail les analyses qui font partie des bulletins sanitaires, dans certains cas, on a 200 analyses, donc les 202 molécules, 200 paramètres, 202 paramètres, donc c'est exactement notre liste de molécules. Et dans certains cas, il arrive que certains laboratoires transfèrent des résultats sur d'autres molécules. Ce qui explique pourquoi, d'un département à l'autre, on peut avoir cette différence entre 200 et 500 molécules qui sont donc transférées. Alors ça, c'est dû à des difficultés d'outils informatiques qui ne filtrent pas forcément toutes les molécules et donc, par facilité, souvent, le transfert analytique ramène des résultats supplémentaires, mais qu'il est intéressant de regarder. Et c'est ce qu'on a fait, bien entendu. Justement, dans le cadre de la construction de la liste 2025-2028, on a examiné ces résultats additionnels que les laboratoires font en quelque sorte de façon gratuite, j'ai envie de dire en plus, parce que ça fait partie de leur méthode analytique appelée RUN dans les labos. Et seulement 3 molécules hors liste ont été identifiées, hors liste de 202 molécules, ont été identifiées comme présentant des valeurs supérieures, parfois des valeurs supérieures à 0,1 microgramme par litre, dont 2 métabolites du chlorothalonil, dont Laure pourra reparler juste après. Et ces 3 molécules, déjà identifiées par ailleurs, elles seront intégrées à la mise à jour de la liste 2025-2028. Je vais essayer d'accélérer parce que le temps passe.
On avait une question tout à l'heure sur les unités de distribution non conformes en 2022 et pour celles qui avaient mis en place des dérogations. Et donc, je passe rapidement, mais on a donc sur cette diapositive le quantitatif d'unités de distribution qui ont mis en place des dérogations. Alors, cette carte date un peu, donc elle a été mise à jour en septembre 2023. Certains arrêtés de dérogation pour les métabolites du S-métolachlore sont devenus sans objet suite au classement non pertinent de ces métabolites au 30 septembre 2022. Mais ce n'est pas pour ça que les actions qui figuraient dans ces arrêtés doivent s'arrêter, puisqu'elles ne sont plus encadrées par un arrêté, mais à titre de prévention et des mesures préventives, elles ont toute vocation à perdurer. Les perspectives pour le bilan pesticides. Donc, pour l'année 2023, il n'y a pas de grosse évolution attendue, notamment parce que sur l'année 2023, il n'y a pas eu de métabolite qui a changé de statut de pertinence. Sur l'année 2024, donc, on va ajouter donc, le métabolite majoritaire du chlorothalonil R471-811, ajout qui est déjà effectif pour 6 départements, et les 4 autres vont suivre d'ici quelques mois dans l'attente d'une accréditation du laboratoire concerné. Et puis en 2025, comme l'a dit Nicolas, donc la mise en œuvre de la nouvelle liste qui donc sera officialisée prochainement. Juste pour un petit peu peut-être déflorer ce que va dire Laure concernant le chlorothalonil, en parallèle du travail de l'ANSES, une campagne exploratoire a été menée par l'ARS Grand Est sur ce métabolite R471-811, en plus d'autres paramètres qui ont été donc réalisés dans le cadre de la directive européenne de 2020, puisqu'en 2026, il y aura des nouveaux paramètres. Et donc, la carte ci-contre montre les résultats en unité de distribution obtenus dans le cadre de cette campagne exploratoire. Donc, on voit bien qu'il y a une présence assez importante du chlorothalonil dans la partie ouest de la région. Là, on pourra presque faire un trait moitié en incluant la Meuse et en incluant les départements champardonnais, et une présence moins importante, mais quand même significative dans les départements, dans la partie est de la région. Bien sûr, cette situation va entraîner, courant 2024, la mise à jour de non-conformités importantes dans certains territoires pour certaines unités de distribution. Et enfin, simplement pour vous inciter à aller voir le site internet de l'ARS Grand Est, où vous pourrez trouver la foire aux questions sur les pesticides et métabolites, qui a été mise à jour récemment, et d'autres synthèses, notamment sur les nitrates et la qualité microbiologique. J'en ai terminé. Merci beaucoup Yannick pour cette présentation des résultats en Grand Est. Alors il y a eu quelques questions dans le chat, mais Nicolas a répondu à la plupart. Il y a juste peut-être une question de Madame Corr. Quelle est la 3e molécule identifiée hors liste? Tu as parlé de 3 molécules, dont 2 métabolites du chlorothalonil. Du coup, je réponds dans le chat, il faut que je recherche. D'accord, ça marche. Je ne vois pas d'autres questions qui n'auraient pas de réponse. Donc, je vous propose qu'on passe à la suite parce que le temps, effectivement, avance. Laure, j'espère que vous avez réussi à vous reconnecter. Je suis reconnectée. Je ne vais pas mettre la vidéo, vous m'entendez? Ouais. Oui, c'est bon. Ok, donc je vais essayer de mettre la vidéo, effectivement. Donc j'en étais ici. Voilà. Super. Où donc je parlais, on a les 20 molécules les plus fréquemment quantifiées sur la campagne nationale pesticides et métabolites, avec seulement 3 substances actives, atrazine, métolachlore et bentazone. On a des fréquences de quantification qui ont été élevées, donc dans plus de 50% des échantillons d'eau brute et d'eau traitée, on a quantifié le chlorothalonil R471-811 et le métolachlore ESA. Donc ça, c'est juste pour des fréquences de quantification. À ça, il faut bien sûr regarder les concentrations qui ont été mesurées. Là, j'ai représenté les 5 molécules qui ont présenté des fréquences de dépassement de 0,1 microgrammes par litre les plus importantes. Donc en numéro 1, on avait le chlorothalonil R471-811 qui a dépassé la valeur seuil de 0,1 microgramme par litre dans 34% des échantillons de notre campagne.
Métolachloreza, eh ben, il dépassait aussi beaucoup le 0,1, mais comme il a été reclassé non pertinent, donc si on regarde ces dépassements de 0,9 microgrammes par litre, donc là, ça représentait que 1,7% des échantillons. Et donc, les 3 molécules suivantes sont un autre métabolite du chlorothalonil et les 2 métabolites de la chloridazone, donc desphénylchloridazone et méthyldesphénylchloridazone, donc pour environ 3% des échantillons. Sur ces 5 métabolites principaux, donc qui dépassent souvent le 0,1 microgramme par litre, on a uniquement pour le métolachlore-ESA, on avait 11 laboratoires agréés au moment de notre campagne, alors que sur les autres, on n'a soit pas de laboratoire agréé pour ces analyses, ou un seul pour la méthyldesphénylchloridazone. Donc cette campagne nationale, elle a été déployée au niveau régional avec le soutien de l'ARS Grand Est, donc via l'action PRSE3, Plan Régional Santé-Environnement. Cette action, elle visait à obtenir des connaissances sur des polluants émergents dans les eaux, en lien bien sûr avec les problématiques régionales. Donc sur cette campagne régionale, ce sont les mêmes familles de molécules qui ont été analysées que lors de notre campagne nationale. Donc, je vais parler à nouveau que des pesticides et métabolites. Les choix des sites de prélèvement ont été faits via les informations des DTARS ou alors de l'Agence de l'eau. On a choisi au minimum, ont été choisis au minimum 4 sites par département, à chaque fois un couple eau brute, eau traitée, voire UDI en plus. On a effectué 2 campagnes de prélèvement pour essayer de voir un éventuel impact de saisonnalité, donc une campagne en hiver 2022 et une au printemps-été 2023, et ça a représenté environ 250 échantillons. Donc ces points de prélèvement qui ont été choisis, ils ont été choisis parce qu'ils présentaient une contamination connue en pesticides ou des traitements de potabilisation qui avaient été mis en place pour faire face à ces contaminations connues. Donc, on va comparer nos résultats avec les points d'intérêt de notre campagne nationale. Donc, j'ai représenté ici, pour la campagne nationale, on avait 52% de nos échantillons qui étaient conformes en termes de concentration en individuel ou de somme de pesticides, et on avait 29% de non-conformité liée à une somme de pesticides dépassant 0,5 et 18% liée à un individuel qui dépassait le 0,1. Si je mets en parallèle de ces résultats de campagne nationale nos résultats au niveau régional, on peut noter qu'on a finalement des non-conformités qui sont plus importantes au niveau régional, que ce soit en hiver ou en été, du fait soit d'une somme de pesticides qui dépasse le 0,5 ou d'un individuel qui dépasse le 0,1. Si on regarde à présent les molécules qui ont été les plus fréquemment quantifiées, donc en orange, on a la campagne nationale, nos points d'intérêt, et en jaune et vert, la campagne régionale, hiver et été. On peut noter qu'on a certaines molécules, et notamment des métabolites, qui sont plus fréquemment quantifiés au niveau régional qu'au niveau national. Donc ça concerne les métabolites du chlorothalonil, les métabolites de la chloridazone, forcément parce qu'il y a un usage régional qui est plus important par rapport à tout le territoire. Et on a aussi une légère fréquence de quantification plus importante pour l'atrazine et ses métabolites, et un petit supplément pour le métabolite du sédaxane ici. On peut noter quelques fréquences de quantification inférieures par rapport à la moyenne nationale. Il s'agit notamment donc des métabolites du métolachlore et du métazachlore. Concernant à présent les dépassements de la valeur de 0,1 microgramme par litre ou de la valeur indicative de 0,9 microgramme par litre, on a, peu importe la campagne qu'on soit en hiver ou au printemps, les mêmes molécules, avec en numéro 1 le métabolite du chlorothalonil qui présente un dépassement du 0,1 dans plus de 60 à 70% de nos échantillons régionaux. C'était aussi donc le numéro 1 national. Ensuite, en numéro 2, on a un autre métabolite du chlorothalonil, et par contre, pardon, je reprends.
Au niveau régional, en numéro 2 et 3, ce sont les métabolites de la chloridazone qui sont présents. Et ils étaient plus loin dans le classement au niveau national, mais ça reste quand même assez équivalent par rapport à ce qu'on observe au niveau national. En conclusion, sur nos campagnes nationales qu'on réalise au LHN, je voulais juste reparler de l'exemple de ce chlorothalonil R471-811 pour démontrer qu'on a de bonnes interactions entre la recherche, l'évaluation et la gestion derrière des résultats obtenus. Donc pour rappel, ce chlorothalonil, c'est un fongicide qui a été largement employé sur un grand nombre de cultures, le blé, l'orge, la pomme de terre et d'autres. Il était le 8e pesticide le plus utilisé en France en 2016. Cette molécule, on l'a insérée sur notre liste d'études avec ses métabolites grâce à un signal qu'on avait vu dans une publication en Suisse qui mettait en évidence que ces molécules, ces métabolites étaient présents dans un grand nombre de captages. La molécule a été interdite d'usage en avril 2020. Notre campagne a débuté en octobre 2020, donc on s'est tout de suite rendu compte qu'on avait beaucoup de quantifications et beaucoup d'échantillons avec des concentrations qui dépassaient le 0,1 microgramme par litre. Donc il faut savoir que lorsqu'on fait une campagne nationale, on transmet nos résultats aux ARS au fil de l'eau. On n'attend pas la fin de la campagne 2 ans après pour transmettre nos résultats. Donc on a commencé à transmettre nos résultats. Suite à cela, la DGS a saisi l'agence afin d'évaluer la pertinence de ce métabolite. Donc l'avis concernant sa pertinence est paru en janvier 2022. Donc ce métabolite R471-811 est pertinent. Donc suite à cela, Nicolas en a parlé aussi, on a eu un avis du Haut Conseil de santé publique et aussi l'instruction de la DGS qui établit des mesures de gestion face à ce métabolite, ainsi que le ministère de la Transition écologique qui a retenu cette molécule dans son arrêté de surveillance. Donc ça, c'est le côté évolution de la réglementation. Notre campagne s'est terminée en mai 2022 avec une synthèse faite en fin d'année 2022 auprès des ARS et un rapport qui est paru en avril 2023 et qui a fait beaucoup parler de lui. Donc sur toute cette fin de campagne et encore au jour d'aujourd'hui, mais là ça commence à se calmer, on accompagne les laboratoires du contrôle sanitaire pour le développement de la méthode d'analyse de cette molécule et donc elle est en cours d'intégration au contrôle sanitaire. De façon générale, mais ces campagnes permettent d'alimenter des bases de données et elles donnent lieu à des rapports de campagne qui eux-mêmes ont des retombées médiatiques plus ou moins importantes. Actuellement, on est en train d'effectuer une valorisation scientifique des résultats de la campagne nationale, mais aussi des résultats de la campagne régionale dans des revues internationales. On souhaite aussi, on poursuit donc cet appui au contrôle sanitaire, même si là, je pense que les laboratoires commencent à être au point. Il ne reste plus que quelques détails d'accréditation à mettre en place. Et donc ça, c'est pour le C-Labo. On effectue des études complémentaires sur certains métabolites qui présentent une réactivité face au chlore. Ça, c'est des travaux qui sont en cours. On aimerait pouvoir suivre l'impact de l'interdiction ou de l'arrêt d'usage de cette substance active et voir si sur la durée, les métabolites sont persistants, autant que ceux de l'atrazine. Et enfin, pouvoir exploiter aussi les résultats notamment de PRSE3, où on a plus d'infos sur les usines de traitement, les traitements en place et voir les enjeux de traitabilité de ces métabolites. Je vous remercie. Merci beaucoup Laure pour cette intervention et ces précisions. Alors on a quelques questions dans le chat. Oui, donc c'est une question de Madame Jude qui demande, à défaut d'être agréés, est-ce que les laboratoires qui ont été sollicités donc pour la campagne étaient accrédités? Pour la campagne, c'est nous qui avons fait toutes les analyses et on était accrédités. Ouais. D'accord. Une question de Madame Griès. Des études sont-elles en cours ou prévues pour déterminer la Vmax du donc R471-811 chlorothalonil?
Des études sont en cours, oui, pour déterminer cette Vmax. Il y a une Vmax provisoire qui était de 6 microgrammes par litre. D'accord. Et C'est 3 microgrammes par litre, pardon. 3, c'était 3, pardon. Oui. Merci Yannick pour la précision. Deuxième question de Mme Griès. La pertinence du R471-811 du chlorothalonil est-elle définie par défaut? Est-elle susceptible d'évoluer? Bon, bah, du coup, on a. Non, elle n'est pas définie par défaut. Il y a vraiment une étude qui a été faite dessus. C'est D'accord. pas comme un métabolite sur lequel on n'a pas de pertinence qui a été évaluée. Du coup, il est pertinent par défaut. Non, sur le R471-811, on a vraiment la pertinence qui a été évaluée. D'accord. Et donc, est-ce qu'elle est susceptible d'évoluer? Je ne peux pas répondre là-dessus. Comme j'ai pas eu comme on a été surpris pour le mettre à la chlorisa, enfin, je ne sais pas. D'accord. Ensuite, une question de Madame Lavarre. Bonjour, en cas de non-conformité 2, en tout cas de non-conformité, que prévoit la réglementation pour la ressource concernée, mais également pour la distribution? Est-ce que là, peut-être Nicolas ou Yannick? Ouais. Oui, peut-être qu'on va répondre. J'ai répondu dans le chat rapidement, mais donc la non-conformité 2, la NC2, on est bien lié à l'eau distribuée. Hein, on n'est pas sur la ressource, on est sur l'eau bu réellement. Donc lorsqu'on est dans une situation NC2, c'est qu'on dépasse des valeurs sanitaires. Et donc, selon la valeur sanitaire qui est définie, si c'est une Vmax de l'ANSES, bah là, on va dire la sanction, c'est l'interdiction de consommation, parce que le risque est avéré selon l'ANSES. Si on est sur une VST, ce sera au cas par cas, en fonction des connaissances du moment et de la situation, puisque la VST n'est pas une valeur sanitaire définie par l'ANSES, mais bien une valeur sanitaire transitoire qu'il ne faudrait pas dépasser. Et en cas de dépassement, ce sera jugé au cas par cas, en fonction du métabolite, des situations, etc. Et pour la ressource, si jamais vous dépassez, on ne l'a pas totalement dit, mais il y a également des limites de qualité en eau brute qui sont exigées au titre du Code de la santé. Et lorsque votre eau brute est non conforme au-delà du 2 individuel ou du 5 microgrammes par litre pour la somme, il est aussi important d'agir. Et il est possible aussi de demander des autorisations exceptionnelles pour utiliser une eau brute non conforme. Mais la priorité est bien de gérer la conformité de l'eau distribuée avant tout. D'accord, merci pour la précision. Pardon. Une autre question d'Mme Jude. Sur le rapport émis en avril 2022, il aurait été intéressant donc d'avoir des éléments de communication pour répondre aux usagers. Voilà, il nous dit que ce serait intéressant éventuellement pour de prochains cas. Et donc Yannick précise. Oui, euh, en fait, pour dire que depuis 2021, suite à tous les événements, l'ARS Grand Est a publié sur le site internet différents documents qui ont été reliés par les délégations territoriales de l'ARS à tous les exploitants qu'on a appelé FAC, à la fois des éléments de communication pour les consommateurs et également des éléments de connaissance pour les exploitants eux-mêmes, pour expliquer un petit peu tout ce qu'on a dit aujourd'hui sur la réglementation, les dérogations, la réglementation européenne, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui existent. Il faut aller voir sur notre site internet pour avoir ces éléments de communication si vous n'en aviez pas encore en votre possession. D'accord. Bah, n'hésitez pas donc à aller effectivement sur le site de l'ARS régulièrement pour rater aucune communication. Moi, je ne vois plus de questions dans le chat. Monsieur Nicolas, juste qui nous indique à avoir en tête dans l'établissement des caractérisations de captage et des mesures préventives, la présence au-delà de 0,1 microgramme par litre de certains métabolites actuellement classés non pertinents fait peser un risque pour les gestionnaires en cas de durcissement futur du classement de pertinence, par exemple en cas d'obtention de nouveaux éléments scientifiques sur le caractère perturbateur endocrinien. Écoutez, ben, je crois qu'on arrive Oui, au enfin, bout. juste, Chloé, peut-être c'est à rappeler, effectivement, on a parlé des pertinents par défaut qui pourraient être éventuellement expertisés, qui deviennent non pertinents, ou des pertinents, et l'ANSES les classes non pertinents. Il n'est pas exclu qu'à l'avenir, les nouvelles connaissances scientifiques fassent évoluer les classements dans l'autre sens. Hein. Ce qui est non pertinent pourrait devenir ou redevenir pertinent. Nous n'avons aucune visibilité, nous, sur les expertises et les connaissances scientifiques futures. Voilà, donc le classement appartient à l'ANSES, il peut aller dans les deux sens. D'ailleurs, à ce propos, il y a une nouveauté qui date de quelques jours, puisqu'en fait, les deux métabolites de la chloridazone
donc était en étude auprès de l'ANSES, et donc deux rapports viennent d'être publiés sur leur site, confirmant la pertinence des deux métabolites. Donc, il y a eu en fait des études complémentaires qui ont été fournies par le fabricant, mais elles n'ont pas été jugées suffisantes pour lever certaines incertitudes et pour lever le caractère pertinent. Donc, elles restent pertinentes et donc soumises à la limite de qualité de 0,1 microgramme par litre. D'accord. Bah, merci beaucoup Yannick pour ces précisions. Écoutez, je ne vois plus de réactions, plus de questions dans le chat, donc on arrive à l'issue de ce webinaire. Bah, merci donc à Laure, Yannick et Nicolas pour leur présentation, et puis merci à tous pour votre participation. J'espère du coup que le sujet vous a intéressé et que ces présentations ont permis de répondre à certaines de vos questions. N'hésitez pas donc à nous faire parvenir, soit via le chat, soit par mail, des suggestions de sujets pour de prochains webinaires. Et puis, je vais laisser la parole à Nicolas pour le mot de la fin. Eh bien, merci Chloé, merci Sophie, merci Idreos pour votre implication dans ce projet. Voilà, on apprécie cette collaboration. J'espère que les exploitants et les différents partenaires présents aujourd'hui ont pu avoir les précisions attendues, ont appris des choses, et que voilà, et d'autres webcafés permettront encore d'enrichir vos connaissances. Et puis bien entendu, on sera présent avec Idreos régulièrement dans les ateliers PGSSE, donc venez nous rencontrer et partagez vos expériences. Pour ceux qui savent faire des PGSSE et pour ceux qui ne savent pas encore, venez nous voir et on va en parler ensemble. Merci à tous, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir.